D'accord. Et il y a aussi un lien avec la société, la culture? Oui, deux autres principes importants. Respecter la culture et les traditions alimentaires locales et développer une économie circulaire et solidaire. Les circuits courts, c'est ça? Oui, entre autres. Les AMAP en France, les CSA aux États-Unis. Recréer du lien entre ceux qui produisent et ceux qui mangent. Moins de gaspillage, plus de coopération. Bon, ça a l'air très complet comme approche. Et concrètement, est-ce que ça marche? Est-ce que les sources montrent des impacts positifs sur le portefeuille des agriculteurs, par exemple? Alors les sources sont prudentes mais pointent des potentiels. La FAO cite une étude qui a compilé plein de cas. Dans 2 tiers des situations étudiées, les systèmes agroécologiques étaient plus rentables. Ah oui, quand même. Et la CDCE parle de revitalisation des campagnes, la FAO de création d'emplois. Il y a aussi cette idée d'autonomisation des femmes. La CDCE donne un exemple en Inde où ça a aidé des femmes à accéder à la terre. Et sur l'environnement, c'est plus évident, j'imagine. Oui, là les bénéfices semblent assez clairs d'après les documents. Ça aide à préserver la biodiversité, ça améliore la qualité des sols, ça gère mieux l'eau, ça fournit des services à tout le monde. Comme l'exemple du push-pull. Exactement. Ce système en Afrique de l'Est, cité par IPS Food, on associe des plantes pour repousser, push, les insectes nuisibles, du maïs, et d'autres pour les attirer, pull, sur les bords du champ. Ça marche super bien pour contrôler les ravageurs sans insecticides, ça produit du fourrage en plus, et au final ils ont doublé les rendements de maïs et de lait. Impressionnant. Et pour la nutrition? L'idée, c'est que si tu produis plus de choses différentes sur ta ferme, ta famille mange plus varié aussi. Des travaux cités par la FAO le suggèrent. Ça permettrait de mieux couvrir le besoin nutritionnel localement. L'outil TAP essaie d'ailleurs de mesurer ça. Donc, si ça a autant d'avantages potentiels, pourquoi ça ne décolle pas plus? Pourquoi le modèle industriel est encore si fort? C'est quoi les freins? C'est la question à 1 million. IPS Food parle de verrous, des lock-ins. C'est pas une seule chose, mais plein de trucs qui se tiennent. Comme quoi, par exemple? D'abord, il y a l'inertie, la dépendance au sentier. Tout le monde a investi dans les grosses machines, les compétences pour le système actuel, changer ça coûte cher. Ensuite, les politiques publiques ont longtemps poussé et poussent encore souvent ce modèle-là, surtout pour l'export. Et le poids des grosses boîtes? Ah oui, ça c'est un verrou majeur, la concentration du pouvoir. Quelques géants contrôlent les semences, les pesticides, la transformation, la distribution. Eux, ils n'ont pas forcément intérêt à ce que ça change. D'accord, des verrous très structurels. Il y en a d'autres? Oui, des choses plus dans la tête peut-être. La façon dont on mesure le succès. Toujours le rendement à l'hectare, la productivité, on oublie le reste. Les impacts sur l'environnement, le social. Voilà. Et puis cette pensée en silo. L'agriculture d'un côté, la santé de l'autre, l'environnement encore ailleurs, tout est séparé. S'ajoute une vision à court terme. Les politiques pensent aux prochaines élections, les entreprises au profit trimestriel. Et nous, les consommateurs, on a un rôle là-dedans? Oui, IPS Food mentionne l'attente d'une nourriture pas chère, qui ne reflète pas les vrais coûts. Et puis il y a les discours dominants, cette idée martelée qu'il faut absolument l'industrie pour nourrir le monde, en oubliant qu'on gaspille énormément et que le problème est souvent l'accès à la nourriture. Et même quand on parle d'alternatives, ça peut être récupéré. Oui, parfois on voit du bio qui ressemble beaucoup à de l'industriel dans sa logique. C'est aussi un verrou. Et au-delà de ces freins qui bloquent le changement, l'INRA a dit que mettre en place l'agroécologie, ce n'est pas simple non plus. Non, ce n'est pas magique, il y a des défis propres à la transition. D'abord, il faut apprendre à gérer plus de complexité, plus d'hétérogénéité sur la ferme. Ensuite, ça demande souvent de tout repenser, pas juste de changer un petit truc. Faut accepter de pas tout maîtriser comme avant, hein. C'est ça, il faut gérer l'incertitude. On travaille avec le vivant, c'est moins prévisible. Il faut donc accompagner les agriculteurs dans cet apprentissage, qui est technique, mais aussi social. Faut changer les habitudes. Mais on n'est pas sans exemple, hein. Il y a des choses qui bougent, des opportunités. Heureusement, oui. Les sources citent des expériences. Cuba, après la chute de l'URSS, a dû se mettre à l'agroécologie à grande échelle, et ça a été soutenu par l'État. Le Brésil a eu un plan national ambitieux. Et la recherche? Ça bouge aussi. Il y a des projets comme Oasis en France, sur l'agroforesterie en élevage laitier, cité par l'INRAE. Et au niveau international, la FAO pousse avec ses symposiums et son outil TAPE. TAPE, c'est pour aider à mesurer, c'est ça? Oui, Tool for Agroecology Performance Evaluation. L'idée, c'est d'avoir des indicateurs qui regardent toutes les dimensions, l'environnement, le social, l'économie, pas juste le rendement. C'est important pour guider la transition. Même la politique agricole commune en Europe commence, timidement, à intégrer quelques critères. Et le lien direct producteur-consommateur, ça joue? Énormément. Les AMAP en France, c'est un bel exemple. Cité par IPS Food et INRAE, ça touche pas mal de monde maintenant. Et ça existe partout sous différentes formes. Ça montre qu'il y a une demande. Une demande qui vient de la société civile? Oui. Et c'est peut-être ça le plus important. Toutes les sources insistent sur la mobilisation sociale. Quand les paysans, les consommateurs, les écolos, les défenseurs des droits se retrouvent autour de l'agroécologie comme projet de société, ça peut faire bouger les lignes. Soutenir les organisations paysannes, c'est essentiel. Ok, donc si on résume. D'un côté, le modèle est industriel, efficace sur certains points, rendement, mais avec de lourds bagages, environnement, social, santé, très uniforme et spécialisé. De l'autre, l'agroécologie, qui mise sur la diversité, les processus naturels, le social, pleine de promesses, mais face à de gros verrous et des défis pour passer à l'échelle. C'est bien ça. Comprendre cette tension, ces deux logiques, c'est crucial. Parce que les choix qu'on fait maintenant sur notre façon de produire et de manger, ça engage vraiment l'avenir, notre planète, notre santé, la justice sociale, notre capacité à encaisser les chocs. Et pour finir, peut-être une question qui reste un peu ouverte après avoir lu tout ça. On voit que l'agroécologie valorise la complexité, l'adaptation locale, les savoirs paysans. Et en même temps, on entend parler de plus en plus de l'agriculture numérique, des capteurs, de l'IA, des robots. Oui, qui promettent justement de gérer cette complexité, cette hétérogénéité de façon ultra précise. Alors la question un peu provocatrice que ça soulève, c'est est-ce que ces deux mondes peuvent vraiment bosser ensemble pour une vraie transition agroécologique, celle qui change le système en profondeur? Ou est-ce que, au contraire, ces nouvelles technologies, souvent chères, souvent développées par les mêmes acteurs dominants, ne risquent pas de nous ramener à une forme de standardisation, de dépendance, d'exclusion, et donc d'aller à l'encontre des idées d'autonomie et de partage des savoirs qui sont au cœur de l'agroécologie forte? La question reste posée et elle est fondamentale pour la suite.